Donc moi, je ne fais pas une histoire des droits, je fais une histoire des luttes pour les droits. Ils avaient beaucoup analysé la façon dont Sarkozy utilisait l'histoire de France, et donc moi j'ai continué plus tard. Quand on tombe sur la gueule des féministes en disant « Ah, vous faites chier avec votre écriture inclusive, hein, vraiment vous êtes des néo-féministes chiantes hein. », c'est toujours le même mépris qui plus est là, de Bayrou à Le Cornu du résultat des urnes. Le moment moi où je me suis dit « Putain, on est en train de merder complet », c'est la mort de Rémi Fraisse. C'est horrible, enfin, vu ce qui se passe, moi ça me... Alors moi, mon but quand j'ai fait ce bouquin, c'était vraiment de raconter les luttes qui ont conduit au droit. C'était mon objectif parce que d'abord parce que j'ai eu l'idée de ce bouquin en plein dans une lutte sociale. C'est-à-dire qu'on était au moment du mouvement de défense du droit à la retraite, qui n'est pas un des moindres droits. On était donc en pleine mobilisation et ça me permet. Enfin, je pensais que c'était important de raconter que tous les droits ont été gagnés, ont été arrachés, ont été défendus, ont été récupérés quand ils avaient été supprimés par des mouvements sociaux. Et l'autre chose qui m'a toujours complètement énervée, c'est que quand on raconte l'histoire des droits, si tu tapes sur Internet, je sais pas moi, droit de vote des femmes, droit à l'IVG, c'est toujours la date où le droit est rentré dans la loi. Et donc ça correspond à cette date et en général au ministre qui l'a déposé. Mais donc ça invisibilise tous les mouvements sociaux qu'il y a derrière. Et cette invisibilisation, elle est particulièrement difficile à supporter. Dans le cas le plus emblématique, c'est 1944, De Gaulle donne le droit de vote aux femmes. Et ça m'a toujours fait péter un câble, parce qu'il n'a fait que signer une ordonnance. D'ailleurs, c'est plutôt l'Assemblée d'Alger qui a donné le droit de vote aux femmes, pour ce qui est de la reconnaissance dans la loi, mais surtout, il y a 150 ans de lutte des femmes derrière. Et donc, c'est cette nécessité, en fait, de remettre les foules derrière les droits, de remettre les mouvements, de remettre les victoires, de remettre les défaites, de remettre les combats qui continuent malgré les défaites et de faire absolument cette histoire. Parce que je pense que cette histoire, elle permet de réarmer au présent pour mener des nouvelles luttes, pour conquérir soit de nouveaux droits, parce qu'il y a des nouveaux droits à conquérir, ou pour améliorer les droits qui sont en place, ou pour empêcher qu'on nous supprime les droits. Donc il y a cette idée de raconter ces luttes. Donc moi je ne fais pas une histoire des droits, je fais une histoire des luttes pour les droits. Ce qui compte le plus, c'est les luttes, parce que c'est parce qu'il y a des luttes et des gens, hommes et femmes, dans la rue, et puis il y a d'autres moyens de mener des luttes. Il y a des moyens juridiques, il y a des moyens... des textes ont pu être importants aussi dans l'histoire des droits. Il y a tout un répertoire d'actions, comme on dit en sociaux, donc tous les modes d'intervention dans l'espace public pour défendre un droit. Et c'est quand ça existe qu'il va y avoir une traduction politique et le transformer en droit. Alors il y a quelques cas où des droits ont été, des avancées qui peuvent relever du droit ont été données sans mouvements sociaux. J'en parlais, c'est marrant, hier avec un copain, mais par exemple l'abolition de la peine de mort, il n'y a pas eu un grand mouvement social pour obtenir l'abolition de la peine de mort, même s'il y a eu une grande pétition, il y a la pétition lancée par Hugo et signée par des centaines de milliers de personnes dans les années 1840. Il y a eu des groupes qui se sont battus pour l'abolition de la peine de mort. Enfin, on n'a pas des grandes manifs avec des pancartes « abolissez la peine de mort ». Et pourtant, ça se fait. La limitation du travail des enfants en 1840, c'est pas le résultat d'une mobilisation populaire, sociale non plus. C'est en fait le résultat croisé d'une demande de l'armée et de certains patrons qui avaient besoin qu'on ne fasse plus travailler les enfants. Là, je rentre pas dans les détails, c'est intéressant comment on en est venu à cette loi, mais c'est autre chose. Mais sinon, quand on regarde, derrière, il y a des mobilisations importantes et à un moment, des groupes politiques prennent le relais et vont le traduire en loi. Mais aussi, très souvent, des droits arrivent pour freiner en fait ces mouvements sociaux, pour les encadrer. L'exemple que je donne dans le bouquin, mais c'est un bon exemple, c'est la loi Waldeck-Rousseau, qui est la loi qui va en France super tard quand même, c'est 1884. Il a fallu en France 1884 parce qu'on ait le droit de se syndiquer, un droit fondamental quand même de se syndiquer. Et donc on attend si loin, et c'est vrai que on pourrait se dire « Ah, merci Waldeck-Rousseau d'avoir donné le droit de se syndiquer ». Mais en vrai, le droit de se syndiquer de Waldeck-Rousseau, c'est un encadrement de ce qui existait, c'est-à-dire que déjà les travailleurs, les travailleuses moins, mais les travailleuses aussi, s'organisaient pour préparer la grève, pour
pour coucher sur le papier leurs revendications, pour se coordonner, pour se conscientiser. Donc il y avait déjà des syndicats. Et en fait, ça faisait complètement flipper, et le patronat et l'État. Et donc la loi Waldeck-Rousseau, elle a été là pour essayer de l'encadrer, le limiter au maximum, par exemple en interdisant le droit de se syndiquer aux fonctionnaires, par exemple en interdisant toute activité syndicale sur le lieu du travail. Donc disons qu'il y a deux solutions. Il y a soit un groupe politique qui va s'en saisir et vraiment porter le droit, ou alors un groupe politique finalement plutôt opposé et qui va reconnaître un droit, mais limité, et pour éviter finalement que le mouvement social aille trop loin, quoi. Trop loin évidemment pour eux, pas trop loin pour nous. Tout en fait. En général, moi dans mes interventions publiques, alors que ce soit dans la dernière sous forme de chronique, sachant que la dernière, il y a un format qui limite vachement en fait le choix de sujet, j'ai 4 minutes. Donc 4 minutes, tu peux pas dire grand chose. Donc il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais j'arrive pas à les faire tenir en 4 minutes. Donc c'est pour ça que je suis obligée de prendre des trucs très 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 précis. Alors que par exemple, quand je bossais à Arrêt sur Image, j'avais vachement plus le temps de développer et je pouvais plus rentrer dans les détails. Moi, j'interviens dans l'espace public dans plusieurs cas. Alors effectivement, et c'est dans la lignée de mon bouquin, je raconte les luttes du passé parce que je suis absolument convaincue que raconter les luttes du passé, ça permet d'armer les luttes du présent. Et que si l'histoire de ces luttes, qui est hyper importante avec plein d'écrits, il y a plein de gens, d'historiens, d'historiennes qui travaillent en histoire des luttes et leurs travaux sont super, mais c'est de moins en moins diffusé, c'est de moins en moins présent et notamment c'est de moins en moins présent dans les programmes scolaires. Et en fait, priver les enfants, puis après les adultes, de toutes ces histoires de lutte, de ces histoires de lutte qui perdent parfois, mais se découragent pas, et gagnent ensuite, et sont têtues, et continuent, et raconter pourquoi elles ont perdu, pourquoi elles ont gagné, comment elles se sont organisées, ça permet d'armer les luttes du présent. Pas parce qu'on va refaire la même chose, mais ça redonne du cœur à l'ouvrage. Si ça disparaît des programmes scolaires, c'est évidemment pas un hasard. Les programmes scolaires racontent beaucoup plus. C'est une histoire de l'installation de l'ordre en place, c'est pas une histoire de la contestation de l'ordre en place. Et moi, je veux faire cette histoire. Je veux faire cette histoire parce que on le voit que ça met du baume au cœur aux gens, cette histoire. Il suffit de faire n'importe quelle manif pour voir que sur les pancartes, il y a des pancartes qui citent la Commune, il y a des pancartes qui citent le Front populaire, il y a des pancartes qui citent la Révolution française. Donc cette histoire des luttes du passé, elle est galvanisante pour le présent, même si on va pas ressortir les guillotines. Mais je veux dire, l'objet, quoi, c'est fini, mais quand il y a une pancarte qui dit ça, c'est une façon de rappeler la souveraineté, la possibilité, l'agentivité, comme on dit, du peuple. Ensuite, vigilance aux usages publics de l'histoire. J'appartiens à un comité qui s'appelle le CVUH, le comité de vigilance aux usages publics de l'histoire, et qui existe depuis 2005, qui s'est créé au moment où il voulait faire passer une loi, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans laquelle il y avait une injonction faite aux profs du secondaire d'enseigner les effets bénéfiques de la colonisation. Et ça avait entraîné une intense mobilisation des historiens, des historiennes et des profs du secondaire comme du supérieur. Et le CVUH avait été créé. Et depuis, c'est un cadre qui est donc attentif à tous les usages publics de l'histoire. Et moi, dans la lignée de ça, parce que j'y appartiens depuis le début, alors, au tout début, j'étais pas un membre très actif ni très connu, mais j'ai vachement été conscientisée et formée en fait par tous les travaux de ceux qui étaient dedans, Nicolas Offenstadt, Michel Rio-Sarcé, Noiriel, Laurence Decoq. Voilà, j'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai lu tout ce qu'ils avaient beaucoup analysé la façon dont Sarkozy utilisait l'histoire de France. Et donc, moi, j'ai continué plus tard. Et donc, je regarde comment les politiques, les médias instrumentalisent le passé et je commente. Et ça, c'était le cas pour Dreyfus, en fait, d'une certaine façon, parce que c'était un truc intéressant, parce que c'était Attal, je vais pas refaire toute la chronique, mais en gros, c'est Attal qui dépose un projet pour qu'on reconnaisse le grade de général à Dreyfus, et ça passe à l'Assemblée avec, en plus, c'était scandaleux, parce qu'on se retrouvait avec le RN qui était prêt à soutenir Dreyfus, donc en fait, ils se rachetaient une espèce de petite bonne conduite à bon compte, on va dire, et j'avais lu dans le Canard que ça freinait à l'Élysée. Donc ça m'avait intéressé comme truc. Donc là,
on est dans cette veine-là plutôt d'intervention. Je fais un peu l'un ou l'autre, et puis je fais aussi beaucoup ce qu'on peut appeler, donc c'est ça aussi qu'on appelle un peu l'histoire populaire, c'est-à-dire l'histoire des dominés, l'histoire de celles et ceux qui n'ont pas d'histoire. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'histoire des femmes. Alors évidemment, maintenant il y en a de l'histoire des femmes, donc c'est moins crucial, mais pendant très longtemps, raconter l'histoire des femmes, c'était déjà ça, c'était rompre un peu un certain récit de l'histoire. Et donc c'est pour ça, à la dernière, j'ai fait une chronique sur le clitoris, parce que ça voilà, on parle assez peu finalement ni des femmes et de leur clitoris, donc j'ai fait la chronique là-dessus. C'est un peu les trois champs. Il doit y en avoir d'autres si je creuse, mais en gros, c'est ce qui me vient à l'esprit. Si, ça m'arrive aussi, quand il y a un truc, d'essayer de montrer d'où ça vient, de donner de la profondeur, en fait, à ce qui se passe, par exemple, à des répertoires d'action ou à des discours, parce que ça me semble important aussi de rappeler qu'en fait, c'est très ancien. J'y pense parce que, par exemple, quand les décrocheurs de tableaux se sont mis à décrocher les portraits de Macron partout, là, et que c'était en mode horreur, malheur, voilà. Et moi, j'ai trouvé important de dire, attendez, ça fait longtemps qu'on décroche des tableaux. Je m'appuyais sur les travaux d'Emmanuel Furex, qui a bossé là-dessus, et en expliquant que voilà, pendant toutes les révolutions du XVIIIe siècle, on a décroché des tableaux, on en a même jeté dans la Garonne, on en a même brûlé, on a même foutu des tableaux de Napoléon III en prison le soir du 2 septembre, et que c'est un répertoire d'action hyper ancien, et que ce qui est fou, c'est que quand on regarde au XIXe siècle, et notamment il y a plein de ce type d'action sous la monarchie de Juillet, le pouvoir osait pas réprimer, parce qu'il considérait que c'était un acte symbolique, et que voilà, on réprime pas un acte symbolique. C'est sûr que ça fait pas plaisir de voir le portrait de Louis-Philippe jeté dans la Garonne, mais enfin, on s'en remet, quoi. Et que donc la violence de la répression qui tombait sur les décrocheurs de portraits de Macron était d'autant plus dingue que même la monarchie orléaniste n'avait pas osé être aussi répressive. Donc dans ces cas-là, j'ai l'impression qu'en tant qu'historienne, c'est important qu'on rappelle ça. Ou désolée, j'arrête pas de parler. Ou par exemple, quand on tombe sur la gueule des féministes en disant « Ah, vous faites chier avec votre écriture inclusive, hein, vraiment, vous êtes des néo-féministes chiantes. Hein, » le néo-féministe qui est souvent utilisé pour dire du mal des féministes. Moi, j'aime bien aller chercher dans les vieux textes en disant « mais vous savez qu'en 1848, il y avait des féministes qui déjà faisaient une sorte d'écriture inclusive en écrivant le peuple souveraine et en mettant le « e » de souveraine en majuscule. Ah, mais vous savez, j'ai ce texte de Hubertine Auclair qui détaille la nécessité de mettre au féminin les métiers des femmes, etc. Et ça permet aussi de casser des discours qui disent c'est tout neuf, c'est tout là, voilà, et de faire cette récit de la profondeur qui peut être en discontinuité, mais de la profondeur des luttes, des modes d'action, et pour montrer que c'est pas neuf et que la répression contre elle est pas neuve, et ben j'ai l'impression que ça peut aider un petit peu le mouvement social. Moi, je m'en fous de l'instabilité. L'instabilité, pour moi, n'est pas un problème, en fait. En revanche, moi, ce que je vois dans la situation actuelle, parce que instabilité, mon cul, en fait, il change de ministre, mais c'est toujours la même politique. Donc, d'ailleurs, on a bien vu, hein, quand c'est passé, quand Bayrou est arrivé, ils ont pris les ministres d'avant, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même politique, c'est toujours le même mépris, qui plus est, là, de Bayrou à Le Cornu, du résultat des urnes, des législatives. Donc, en fait, c'est une instabilité, juste des têtes, la tête du Premier ministre, mais rien qu'à voir les ministères, c'est pas une vraie instabilité. Hein. La politique, c'est toujours la même instabilité. On a toujours la même politique néolibérale, on a toujours rien à foutre des droits sociaux, on continue la casse de tout le service public, de l'enseignement, de la maternelle à l'université, de l'hôpital. Enfin, c'est la même stabilité dans cette politique. Donc, je vois pas d'instabilité en fait en ce moment. Je vois au contraire une stabilité et qui refuse absolument de prendre en compte toutes les oppositions à la politique qui est menée. Donc moi, ce que je vois, plus qu'une instabilité, c'est une crise démocratique profonde et là qui est réelle. Enfin, je vais pas dire on est dans une dictature parce que c'est pas vrai, mais on n'est plus dans une démocratie. Mais en fait, quand on passe pas de la dictature, de la démocratie à la dictature en éteignant une lumière. Genre, t'éteins le truc là, clac, c'est éteint. Non, en fait, avant, t'as l'ampoule qui clignote, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume. Peu, elle s'éteint, tu donnes un petit coup, elle se rallume. Et puis, un moment, voilà, elle est finie. La démocratie, en ce moment, elle est dans ce truc-là. Elle s'éteint, s'allume, elle est là. Donc, hop, il y a un petit truc, c'est bien. Alors, on se dit, ah, super, le Conseil constitutionnel a bloqué, machin chose. Et puis après, elle se rééteint. Puis, il y a un nouveau truc. Ils ont pris en compte un machin. Voilà. Mais on est dans cette espèce de clignotement
clignotement qui fait que non, on n'est pas encore dans une dictature, mais oui, la démocratie, elle est plus là. Et c'est ça qu'on a en ce moment. On le voit d'autant plus que y a donc les urnes, elles ont quand même dit un truc en juillet dernier. Ouais, c'était pas une victoire écrasante du nouveau Front populaire, mais c'était quand même le premier groupe arrivé en tête, merde quoi. Donc moi c'est ça que je vois. Et l'instabilité me gêne pas. Il y a pas mal de gens qui, quand on pense à instabilité, pensent à la 4e République, avec cette idée de la valse des ministères, et que la 5e ça aurait été bien parce que ça aurait stabilisé. Alors moi, je suis pas. Bon, d'abord, je suis pas du tout pour la 5e République, et je trouve que la lecture qu'on a de la 5e République, elle est très gaullienne en fait. Quand on regarde la 4e, c'était pas si pourri que ça, au bout du compte. En tout cas, démocratiquement, c'était des institutions que je trouve plus démocratiques que celles de la 5e. Et en fait, la stabilité, s'il y a besoin de changer parce que ça correspond plus à ce que veut le peuple souverain, bah c'est la démocratie, voilà, c'est tout quoi. Et je trouve que moi, c'est d'une stabilité dingue en ce moment en fait. C'est-à-dire que un ministre saute, de toute façon, tu revois les mêmes qui arrivent avec la même politique. Ça s'inscrit dans une continuité. Moi, je pense que le tournant, il a été opéré autour début des années 2010. Et vraiment, il est sensible à partir du mouvement contre la loi travail, où on a les premières... c'est pas les premières, mais on commence à avoir des NAS systématiques, on commence à avoir ces charges qui cassent le cortège de façon perpendiculaire, dont on sait, quand on travaille sur le maintien de l'ordre, que c'est les charges les plus violentes. C'est beaucoup moins violent comme ça que comme ça, en fait. Et puis des charges sans raison, sans sommation, alors que dans l'histoire du maintien de l'ordre en France, les sommations, elles sont hyper importantes. Maintenant, elles sont de moins en moins présentes. Bon. Donc il y a une continuité là, qui est par ailleurs, là, une continuité beaucoup plus grande, parce que ce qu'on vit maintenant dans les cortèges syndicaux, dans les manifestations étudiantes et lycéens, c'est ce qu'ont vécu les quartiers populaires. Enfin, je veux dire, c'est un maintien de l'ordre qui avant existait, une attitude des forces de l'ordre qui existait dans les banlieues et dans les quartiers populaires de banlieue, qu'on voyait pas en centre parisien, qu'on voyait pas contre des lycéens de Arago ou de Fénelon. Moi, je me souviens, voilà, quand les lycéens d'Arago avaient été mis en garde à vue et traités de façon scandaleuse, il y a beaucoup de gens qui ont rappelé, ils avaient pleinement raison que les gamins dans les cités sont traités comme ça en fait. Là, la nouveauté, c'était les enfants de journalistes et qu'eux, ils n'avaient jamais vu ça. Sauf que voilà, il y a cette continuité. Donc ouais, c'est dans une continuité. En même temps, il y a eu un changement et ça se durcit par ailleurs. Il y a eu un changement parce que dans les années 80-90, il y avait plutôt une débrutalisation du maintien de l'ordre en France. Ce qui explique d'ailleurs que le moment de vaquer, les voltigeurs de Pasqua et la mort de Malik Oussekine avaient créé un tel scandale. Je pense que les gens se rappellent, mais donc 86, au moment des manifestations contre Devaquet, un étudiant qui en plus n'était même pas à la manifestation, rentre chez lui le soir, se fait courser par les voltigeurs de Pasqua, qui lui tapent dessus dans son immeuble et il meurt, c'est Malik Oussekine. Et le lendemain, mais une manif gigantesque, l'enterrement de Malik Oussekine, c'était majeur aussi. Dans la foulée, direct, les voltigeurs de Pasqua, ils sont dissous et Devaquet retire sa réforme. Donc oui, il y a eu des violences à ce moment-là, mais elles entraînaient une réaction. Maintenant, c'est plus le cas, c'est-à-dire qu'on les voit, les violences, il y a des gens, ils trouvent ça même normal, qu'on va taper... Le moment, moi, où je me suis dit, putain, on est en train de merder complet, ça va pas, et je trouvais même que ça allait pas à gauche, c'est la mort de Rémi Fraisse. C'est-à-dire que Rémi Fraisse, il meurt avec cette grenade qui prend dans le dos, entre son sac à dos et son dos, et il meurt. Et le lendemain, il n'y a pas 100 000 personnes dans la rue. Et pour moi, c'est incompréhensible, en fait. Je comprends pas qu'on réagisse pas en disant, enfin, en fait, on ne tue pas quelqu'un, c'est pas possible. Et pareil, bien sûr qu'il y a eu des réactions aux violences et aux amputations et aux gens éborgnés et aux morts pendant les Gilets jaunes, mais pas à la hauteur de ce que ça a été. Alors que Malik Oussekine, il y a eu une réaction à la hauteur. Merde, quand même, quoi. Donc voilà, on était quand même à un moment de débrutalisation, et la débrutalisation, elle s'accompagne d'une intolérance de l'opinion publique à la violence policière. Et maintenant, on est dans une situation, donc je pense que le changement, il est vers 2016, même s'il existait avant. Moi, la première NAS que je vois, c'est 2014, une manif Gaza, déjà. C'était une manif qui était... le départ de la manif, il était à Barbès. Ensuite, on est remonté à Château-Rouge. À Château-Rouge, il y avait une souricière. C'est la première fois que je vois une souricière, moi, de ma vie. Impossible de sortir. Enfin, voilà, une souricière, quoi. Et moi, là, j'ai vu... c'est la première fois que je voyais ça.
Après, je sais que ça existait d'avant, hein, mais il y a eu les manifs Gaza, elles ont avant même 2016 et la loi travail, il y avait déjà ce système de maintien de l'ordre. Bref, on est dans cette continuité, mais dans l'histoire du maintien de l'ordre en France, il y a une alternance en fait de moments de brutalisation et de violence. Et là, il faudrait que je prenne du temps à expliquer. Ce qui est dingue, c'est que la monarchie de Juillet, donc 1830-1848, c'est un moment de débrutalisation du maintien de l'ordre. Après un moment où, en 1934, il y a ce qu'on appelle le massacre de la rue Transnonain, où les forces de l'ordre rentrent dans un immeuble et tuent tout le monde dans l'immeuble. Et ça fait un tel scandale. À nouveau, cette question de la façon dont les gens réagissent. La réaction au massacre de la rue Transnonain a fait que l'État a dû changer. Ensuite, il y a un moment de débrutalisation. Donc, il y a plein de traces dans les manuels d'enseignement des flics. On leur dit qu'il faut arrêter de taper, en fait. Ce serait peut-être une bonne idée. Hein. Et en fait, la brutalisation, elle va recommencer en juin 48. Et c'est la République qui va rebrutaliser, en fait. Et il y a moins de violence, parce qu'il y a aussi, ils sont plus tenus, mais sous le Second Empire. Nouvelle brutalisation. La répression de la Commune sous la République. Donc ce qui est terrible, c'est que quand vous faites l'histoire du maintien de l'ordre au XIXe siècle, les régimes qui ont le plus tué dans la rue les manifestants, c'est les républiques naissantes. Ça fout les boules, quoi. Mais ça s'explique, parce qu'elles se sentent légitimées par le suffrage universel, et se sentant légitimées, elles se lâchent encore plus dans la violence de la répression. Alors que les régimes qui se sentent moins légitimés, comme la monarchie de Juillet, n'osent pas réprimer tout autant. Mais c'est boulant, en fait, hein, de se dire que parce que quand on parle de massacre au XIXe siècle, le massacre juin 48, c'est 4000 morts. Hein, et la Commune de Paris, c'est sans doute autour de 17 000 morts. C'est les derniers calculs de Michel Audin. Et elle a travaillé avec tellement de précision que je pense que là, on peut considérer que... Parce qu'il y a tout un débat sur le nombre de morts de la Commune, mais même les chiffres les plus bas, c'est 10 000. Donc, en une semaine. Donc là, on est à niveau... Après, ça rebaisse un peu. Alors, il y a beaucoup de violence, mais moins de morts. C'est l'évolution du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que, on blesse, mais on ne tue plus. Ça recommence dans les années 50-60, dans des contextes très particuliers qui sont les répressions des manifs de la décolonisation. 17 octobre 61, 8 février 62, 14, avant cela, le 14 juillet 53. C'est toujours dans ce cadre-là. Et après, il y avait eu une espèce de débrutalisation. Et là, on retourne dans la brutalisation. Je vous l'ai fait vite, hein, évidemment, il faut faire plus rapide. Enfin, il faut plus détailler, normalement. Mais c'est pour ça que c'est difficile de répondre, parce que tout dépend dans quel cadre tu te fais. Mais depuis 2016, il n'y a pas eu de retour en arrière. Hein. Depuis 2016, on ne fait que croître dans la violence, dans la létalité des armes utilisées, dans la dangerosité des tactiques sur le terrain, dans la minimisation de cette violence. Moi, je m'étouffe à chaque fois que je vois un journal ou un média qui dit une répression musclée. Non, mais musclée, c'est dans une salle de sport. Enfin, c'est pas quand tu tapes des gens dans la rue avec des matraques, quoi. Enfin, c'est quoi ce délire? Et aussi de réactions plus faibles de l'opinion publique dans son ensemble. On est une minorité à dire ça va pas. Mais il y a eu une accoutumance à cette violence policière. Les femmes sont pas les seules, mais parmi les victimes des crises économiques. Mais comme des questions climatiques hein, et des questions écolo, on sait bien qu'elles sont, pas que en France, hein, mais c'est les premières victimes. De toute façon, les dominés sont les premières victimes des crises quelles qu'elles soient. Hein, donc effectivement, toutes ces politiques néolibérales, elles impactent directement les femmes qui, déjà à la base, sont moins bien payées, ont des moins bonnes retraites. Si on a du mal à boucler les fins de mois, ça veut dire qu'une femme a plus de mal à boucler les fins de mois. Et en plus, comme la plupart du temps, c'est les familles monoparentales, c'est avec des femmes, donc elles sont seules avec des salaires moindres et à charge d'enfants. Donc là, évidemment, c'est carrément la catastrophe. Donc c'est sûr que toute crise économique, elle va être plus intensément mal vécue par les femmes. Sur la question des droits, parce que là, c'est pas tout à fait la question des droits, là, c'est la question de la vie, tout simplement, quoi. Mais on peut donner un exemple.
je vais en donner en particulier. Là, on pourrait se satisfaire de la reconnaissance. Alors, c'est pas du droit à avorter, hein, c'est de la liberté garantie d'avorter. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, ok, c'est reconnu dans la Constitution. Ok, allez, on va dire quand même un petit point positif. Mais en fait, si on n'a pas les moyens d'avoir accès à une solution pour interrompre une grossesse, en fait, ce droit, il n'est pas effectif. C'est bien pour ça qu'il fallait que ce soit droit, pour qu'il y ait une mise en place de moyens pour que tout le monde ait la possibilité d'avorter. Et les politiques néolibérales à l'hôpital, un avortement, ça rapporte rien à un hôpital, donc il n'a pas intérêt à multiplier les avortements, et donc il y a une difficulté d'accès en fait aux avortements, et que donc encore aujourd'hui en France, il y a des femmes qui ne peuvent pas avorter parce que tout simplement il n'y a pas la place à l'hôpital, les services sont fermés pendant les vacances. Il y a eu le moment où il n'y avait pas de pilules abortives en vente et aucun effort n'était fait pour remettre les stocks en place. Donc, et là, alors, c'est pas un effet de la crise, c'est un effet des choix politiques de faire payer la crise au service public, quoi. Moi, je travaille sur une période où cette extrême droite ne risque pas d'arriver au pouvoir. Elle n'existe pas encore. Hein. Elle est en train de naître à la fin du 19e siècle. En revanche, j'ai lu ce qu'ont écrit pas mal de mes collègues sur la question. Et franchement, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'écrit Johan Chapoutot, dans son livre Les Irresponsables, ou dans les autres. C'est-à-dire qu'il y a une très grande responsabilité du centre, des centres, de ce que certains appellent l'extrême centre, dans l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et Macron est pleinement responsable. Il a eu besoin, je veux dire, là c'est vraiment pas moi qui le dis, je fais que redire ce que plein de gens disent, et sûrement mieux que moi en plus, mais il avait besoin d'elle pour se faire élire, donc c'est pas le premier, hein. Je veux dire, la montée de l'extrême droite, il y a une responsabilité de Mitterrand aussi, il y a une responsabilité de tous ceux, surtout des mecs, mais sûrement des femmes aussi après, qui ont eu besoin de cet épouvantail et qui l'ont laissé prospérer pour se servir de cet épouvantail, sauf que maintenant, comme des cons, l'épouvantail, il écrase l'azou au lazo, quoi. Donc ça arrive. Puis il y a plein d'autres responsabilités, mais la responsabilité de Macron est évidente. Et puis il y a aussi ces politiques, elles créent tellement de souffrance chez les gens, de souffrance quotidienne chez les gens, à laquelle la gauche n'a pas apporté de réponse. Parce qu'il y a aussi une responsabilité des gauches, en tout cas des gauches de gouvernement, qui n'ont rien fait pour ça, et qui même parfois en plus se laissent gagner par des idées assez nauséabondes et ne rappellent pas les fondamentaux que l'immigré, il y est absolument pour rien, c'est pour les difficultés sociales que vivent les gens au quotidien. Et tout ça nous met dans une situation terrible. Là, franchement, c'est pas trop les objets sur lesquels je bosse, moi. Faut plutôt demander à Johan, faut plutôt demander pour les historiens. La comparaison, c'est à chaque fois que j'écoute quand il fait la comparaison entre les années 30 en Allemagne et maintenant, surtout que, évidemment, il voit bien la différence de contexte. Hein. C'est un historien, il fait pas d'anachronisme à la con, mais c'est juste boulant de voir comment les mêmes erreurs sont faites, quoi. En juillet, Macron qui dit « je vais reconnaître la Palestine en septembre ». Ok, d'accord, pourquoi tu peux pas le faire tout de suite? Et puis de toute façon, maintenant, c'est pas ça, c'est des sanctions. Il faut des sanctions, mais vraiment, quoi. À chaque fois, il y a 15 trains de retard. C'est une responsabilité... c'est horrible, vu ce qui se passe. Moi, ça me... Je sais pas que... mais le problème, c'est qu'on essaie de manifester, on s'en prend plein la gueule. D'ailleurs, c'est triste parce que tu fais une manifestation en France, après tu regardes la manifestation en Belgique, tu te dis, mais pourquoi nous, putain, il y a personne qui réagit. Moi, je trouve que c'est... Et puis, il y a les États, mais putain, il y a les médias, quoi. C'est juste dingue, l'absence de couverture du truc. Moi, ça me déprime complètement, quoi. Je sais pas comment on peut faire pour... J'ai l'impression d'être comme une conne à juste écrire des textes de temps en temps. Des textes que j'écris pas, je signe des machins ou à relayer tout ce qui s'écrit et descendre dans la rue quand il y a quelque chose. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. C'est horrible, je trouve. Horrible. Mais en tout cas, putain, on n'oubliera pas leurs responsabilités. Bordel. C'est ça, le seul avantage de l'historien, c'est qu'on sait qu'ils le paieront. Ils le paieront dans les livres, ils le paieront dans la mémoire. Putain, on saura ce qu'ils ont fait, quoi. Moi, c'est la seule chose, des fois, qui me fait du bien, c'est de me dire, merde, l'histoire rendra raison. Mais bon, pour les morts, ça changera rien. Quand j'ai fait mon bouquin sur l'histoire des luttes des droits, à peu près tous les chapitres étaient chouettes à faire parce que ce soit les droits politiques, les droits sociaux, les droits des femmes,
les droits LGBTQIA+. On était quand même dans une dynamique générale d'avancée, de progrès, de reconnaissance. Et si, en ce moment, sur les droits sociaux, par exemple, il y a des retours en arrière, on était quand même dans une histoire plutôt positive. Moi, j'ai fait le chapitre sur l'histoire des droits des étrangers et plus particulièrement des sans-papiers, sachant que les sans-papiers sont fabriqués par l'administration. La plupart des gens étaient avec des papiers et se retrouvent sans papiers à cause de l'administration. C'est le seul où il y avait aucun moment où je me disais putain, il n'y avait pas de victoire vraiment à donner, quoi. En fait, la France a été une terre d'asile, le terme est un peu fort, mais reconnaissance d'un certain nombre de droits, en tout cas pour le droit d'asile, au 19e siècle. Quand c'était une monarchie libérale, donc je retourne à mes siècles, monarchie libérale qui accueillait sur son territoire les libéraux qui venaient d'ailleurs en Europe, les Polonais, etc. Mais déjà, elle ne les traitait pas hyper bien. Hein. C'est les travaux de Delphine Diaz qui montrent ça hyper bien. Ils ont été accueillis, ils ont été nourris, ils ont été secourus, mais en même temps, ils étaient inquiétants, donc ils ont été encadrés, ils ont été contrôlés, ils ont été fichés. Oui, enfin, il y a eu un ressentement. Mais il y avait cet accueil. Et en fait, tout se bloque à partir de la Troisième République, avec plusieurs causes. On est en pleine crise économique et c'est jamais favorable aux droits des étrangers. On est en pleine construction, elle est déjà là, mais valorisation du national, de l'État-nation, c'est jamais favorable non plus. Et à partir de là, on a une succession de lois qui bloquent et qui augmentent le contrôle. On crée la carte d'identité pour les étrangers, par exemple, etc. Après, il y a des petits moments où ça va un peu mieux. Tout début du Front populaire. Allez, quelques mois, c'est un petit peu mieux, sous la pression de mouvements qui défendent les étrangers, mais ça ne dure pas très longtemps. Et très vite, même les partis de gauche, et même le PC fait un virage à 180 degrés. 180 degrés, c'est quand tu fais demi-tour ou c'est 360 ? 360 ? Ok, je me gourre toujours. Donc, enfin, voilà, fait un demi-tour et revient sur toutes les promesses. Ils avaient promis une carte de séjour de 10 ans sans condition. Voilà, tout ça est effacé. Et là, je lisais un bouquin qui s'appelle Les parias et qui raconte la vie de tous ces intellectuels antifascistes allemands autour de Walter Benjamin, Hannah Arendt et tout un tas d'autres gens autour d'eux qui sont retrouvés à Paris fuyant le nazisme parce que c'était des juifs et des juifs antifascistes ou parce que c'était des antifascistes, c'était pas tous juifs, qui se retrouvent à Paris, qui sont très contents au début d'être à Paris, un pays accueillant, pays des droits de l'homme, pays de l'asile, etc. Et qui en fait vont se retrouver d'abord dans des merdes administratives pas possibles, à la fois présents mais interdiction de bosser. Comme ils sont interdits de bosser, en fait ils crèvent la dalle, et puis ensuite poursuivis, et puis ensuite soupçonnés d'être pascalement, alors qu'en fait ils sont antifascistes, et donc soupçonnés d'être des nazis, alors qu'ils sont arrivés parce que c'est des anti-nazis, et donc poursuivis, et donc ensuite arrêtés, mis dans des camps, pas nourris. Enfin, tu lis ce bouquin, et tu te dis, putain, mais... Est-ce que j'ai honte est le bon terme ? Je ne suis pas la France, mais tu te dis, mais dans quel pays je vis, quoi ? Mais comment on a pu traiter ces gens comme ça ? Puis après, tu continues, tu lis le Debout payé de Gauze. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un bouquin extraordinaire où les portes du même auteur et qui montre comment dans les années 70, au moment des circulaires Marcelin, je ne me souviens plus comment il s'appelle l'autre, font quelque chose, mais j'oublie. Voilà, tu fabriques les sans-papiers, tu te mets à les traquer, enfin, tout ça, bordel. Donc, c'était le chapitre le pire, parce que à chaque fois, il y a rajout de lois et de dispositions supplémentaires pour remettre en cause les droits humains fondamentaux, les droits d'asile, les droits des femmes, les droits... Enfin, voilà, c'est... Et chaque loi, sachant qu'il y a une surenchère, je crois que c'est Delphine Diaz qui dit qu'il y a plus d'une trentaine de lois depuis une dizaine d'années, enfin, un truc complètement délirant. Et à chaque fois, pour durcir, ça devient de plus en plus dur de se marier avec quelqu'un qui est pas de nationalité française. Les suspicions de l'administration sont délirantes. On est contre... Enfin, je veux dire, c'est un droit de se marier, de former une famille, alors, complètement écrasé par tous les trucs. Enfin, voilà. Donc, non, ça, c'est... là, on peut pas... Il n'y a rien qui vient dans les dernières années, et même en remontant... Le dernier moment, on a un peu fait quelque chose, on va dire, pour les étrangers. Alors, il y a l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, sous la pression d'une grosse mobilisation, et notamment des résistants, du fait aussi de l'implication des étrangers dans la résistance, de la Moye. Et donc, mais ça a été... il y a eu des régularisations. En fait, ceux qui étaient sans papier,
l'équivalent, ce qu'on appelle maintenant sans-papiers au lendemain de la guerre, ils ont été régularisés, mais rien n'a été posé pour ceux qui arrivaient. Ensuite, comme c'est le plein emploi et qu'on a besoin, alors là, on a fait venir des gens, parce que pour construire les trucs, d'un seul coup, il n'y a plus de problème. Mais donc là, il n'y a pas trop de loi à ce moment-là. L'enjeu, il n'est pas là, parce que de toute façon, on a besoin de main-d'œuvre. Mais après, il n'y a rien, il n'y a plus. Ce n'est qu'une longue descente dans l'horreur de la crise de l'accueil. Non, je pense qu'il faut prendre. Enfin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de limite. Simplement, ouais, effectivement, il faut rester rigoureux. Et c'est vrai que des fois, ce qu'on trouve, comment dire, des fois, le militant en soi, l'historien ou l'historienne dit à la militante, là, non, c'est pas vrai ce que tu dis, tu sais que c'est pas vrai. Est-ce que j'ai un exemple qui me serait arrivé? C'est pas trop pour moi, c'est plutôt des copains, des copines qui m'ont raconté ça, qui travaillent plus sur les questions coloniales, etc. Et qui, souvent en histoire des femmes, je me suis jamais trop retrouvée. Ouais, je vais pas. Objectivement, certaines féministes ont très clairement pas été décoloniales. Voilà, genre Hubertine Auclair, elle est pas très au clair, c'est le cas de le dire, sur quand elle va en Algérie. Elle veut améliorer la colonisation, elle ne veut pas supprimer la colonisation. Bon, mais là, ça va, tu vois. Mais il y a d'autres fois où c'est un petit peu plus difficile. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison en tout cas, il n'y a pas de raison éthique de s'arrêter tant qu'on s'appuie soit sur ses propres travaux, avec la rigueur de ses propres travaux, soit sur les travaux des autres. Donc, on n'invente pas, quoi. Il faut pas qu'on... On doit pas... Moi, je suis contre créer un roman national de gauche. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que les autres, donc il ne faut pas instrumentaliser le passé en ne retenant que ce qui nous intéresse dans le passé, en mettant sous le tapis ce qui ne nous plairait pas trop dans l'histoire du passé. Il ne faut pas faire ça, faut essayer justement de montrer la complexité et parfois les erreurs de notre camp, quoi. Parce que c'est aussi quand on montre les erreurs qu'a priori on ne les refait pas, du moins j'espère qu'on ne les refait pas. En tout cas, si on les refait, mais on peut essayer de ne pas les refaire. Donc la limite, elle n'est pas là. Non, la limite, elle est que c'est dur, que quand tu es un historien ou une historienne qui intervient dans l'espace public, tu t'en prends plein la gueule, en fait. Toutes celles et ceux qui interviennent dans l'espace public, je pense qu'ils peuvent vous le dire, tu t'en prends plein la gueule. D'abord parce que l'espace public, il n'est pas hyper sympa. Et que sur les réseaux sociaux, tu te prends des insultes, des machins, des bidules, et puis tu vas t'en prendre plein la gueule. On va te délégitimer, en fait. C'est ça, c'est chiant aussi, parce que toi, t'interviens comme historien, universitaire, etc. Puis en gros, parce que tu interviens politiquement, ça va on va te dire que tu n'es plus légitime comme intellectuel, comme si avec cette idée complètement folle qu'un intellectuel devrait être neutre, ce qui est faux. Je veux dire, tous les chercheurs et chercheuses en sciences humaines savent très bien qu'on est toujours situés. Donc, mais d'un seul, voilà, et c'est jamais très agréable. C'est violent. Moi, j'ai pris des menaces de mort. Non, le pire, c'est quand je m'étais attaquée au Puy du Fou. Alors là, c'est les pires. Mais j'ai jamais vu pire que les défenseurs du Puy du Fou. C'est des tarés. Mais d'une violence. On a porté plainte avec les auteurs. Ils voulaient me brûler, moi, comme une sorcière. Voilà. Ouais, sympa, hein. Bon, voilà. Et puis, toute cette implication dans l'espace public, elle n'est pas très bien vue dans l'institution. C'est pas censé... un prof d'université, il n'est pas censé... faire des chroniques sur des radios, il n'est pas censé faire ça, donc au mieux c'est pas reconnu dans l'institution, au pire c'est dévalorisé. T'as l'air d'être un gugus ou une gugus ou quelqu'un de pas très sérieux, donc c'est pas toujours facile, parce que d'un côté tu t'en prends plein à la gueule, de l'autre t'es pas vraiment soutenu. Donc voilà, celles et ceux qui le font, parce que je suis évidemment pas la seule à le faire. On n'est pas très nombreux, mais on est quand même un certain nombre à aller se mouiller. Il y a des coups humains, il y a des coups professionnels. C'est pas toujours facile, mais à côté de ça, je pense que on le fait toutes et tous parce que ça nous semble hyper important. Et que moi, je pourrais pas vivre ma petite vie tranquille, d'aller faire mes petits cours tranquilles, et puis de rentrer faire mon petit article tranquille, et puis je reste le reste du monde, il continue à évoluer. Je peux pas faire cette séparation, j'y arrive pas, quoi. Donc
Je pense que là, j'aurais un coup encore plus fort, parce que je pourrais même plus me regarder dans la glace, en fait. Et finalement, c'est pire, mais c'est pas non plus facile. Je dirais, franchement, il faut tout faire. Il faut rappeler les luttes pour qu'on se rappelle que c'est un moteur de l'histoire fondamentale. Il faut faire je pense que c'est important, l'histoire de l'immigration, pour montrer tout ce que ça a apporté, pour rappeler, apporter, c'est pas seulement, il y a des gens qui sont venus construire nos routes, tout ce que ça a fait comme échange, métissage, culturel, de casser ce côté français de souche, ça n'existe pas, là, il y a des trucs à faire il y a ça, on peut faire plein de trucs, l'histoire de la colonisation, pour qu'on n'oublie pas, sans effet bénéfique, vous aurez bien compris. Il y a tellement de choses à enseigner, en fait. Il faut faire l'histoire de celles et ceux qui nous ressemblent dans le passé. Donc, il faut faire l'histoire des petits, des sans grade, des sans histoire, des sans voix, et de montrer que, il y a des souffrances, il y a eu des batailles, il y a eu des victoires, et pas seulement faire l'histoire des ministres, des grands patrons d'industrie, des grands hommes, pour faire toute cette histoire. Mais elle est faite. En fait, moi je pense que le risque, il n'y a pas trop de risque, un petit peu dans le secondaire, parce que les programmes sont un petit peu verrouillés, mais les profs dans leur... femmes et hommes dans les classes font des trucs extraordinaires. C'est juste dingue quand on regarde l'inventivité pédagogique des collègues du secondaire. Ils font des trucs déments. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. On est très, très en retard à la fac sur les aspects pédagogiques. À la fac, il y a quand même plein de trucs super. Non, le problème, c'est l'espace public. C'est même le service public audiovisuel. C'est quand même dingue qu'il n'y ait pas une vraie bonne émission d'histoire, Secret d'Histoire, c'est ça qu'on a, quoi, bordel. Il y aurait autre chose sur France 2, France Culture, France Inter. Là, il y aurait des choses à faire hyper importantes. Parce que c'est sûr que Secret d'Histoire, c'est pas de l'histoire émancipatrice, on va pas se mentir. Suivez-moi, je vais vous montrer comment les femmes sont toujours des grosses maîtresses de rois, et comment la seule chose qui est importante, c'est la royauté et l'aristocratie. Ok, d'accord. Donc là, il y a des trucs à faire.